François Cattelan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès et puis vous êtes aussi directeur de la Prépa Orlum. Vous voyez donc régulièrement, souvent, des étudiants à Bac+3 qui souhaitent intégrer une grande école de management et de commerce. Quels conseils vous pouvez leur donner pour réussir au mieux les épreuves qui les attendent? Alors déjà Nicolas, il faut savoir qu'aujourd'hui à Bac+3, il y a une bonne nouvelle, c'est que les différentes écoles que l'on peut intégrer, du top 20, peu importe les écoles dont on parle, mais on va dire que les meilleures écoles de commerce et management présentent énormément de points communs pour les candidatures. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a encore une époque récente où il fallait réviser un nombre improbable d'épreuves différentes parce que chaque école avait sa façon de recruter ses étudiants. Aujourd'hui tout le monde est d'accord finalement sur un triptyque. Une sorte de corps commun. Ah bien sûr, et c'est un triptyque vraiment complètement indémodable maintenant. Le Taj-Maj, le TOEIC ou le TOEFL et le fameux dossier de candidature. Alors sur le Taj-Maj, je crois que vous avez un livre que j'ai écrit qui s'appelle La Bible du Taj-Maj. 1300 pages 1300 pages, qui est un ouvrage évidemment très conséquent, mais en même temps qui répond aussi à un besoin croissant d'étudiants, qui est de bien s'entraîner à ce test qui peut faire un peu peur. Alors le Taj-Maj évidemment est un test qui va demander dans toutes les écoles aujourd'hui. Je n'ai pas en tête une école qui ne le demande pas. Enfin si, il y a une banque d'épreuves qui ne demande pas le Taj-Maj, mais on va dire que 90% des écoles demandent un score au Taj-Maj. Ne me demandez pas combien ou le coefficient, parce que il n'y a pas de coefficient généralement qui est clairement consacré au Taj-Maj, mais on va dire que la note obtenue au Taj-Maj va vraiment avoir évidemment un poids prépondérant dans la sélection des étudiants. Donc si on est prêt pour le Taj-Maj, on est presque prêt pour tous les concours ou toutes les épreuves. Oui, disons qu'on le passe, en fait on le passe 2 fois par an, donc on le passe une première fois entre janvier et juin, et si on a un bon score, on le garde, et il est valable 2 ans, et si on n'a pas eu le bon score, le score n'est pas suffisamment bon, on peut le repasser une seconde fois entre juillet et décembre. Donc bien se préparer au Taj-Maj. Ensuite, dossier d'entretien qui va peut-être différent selon les types d'établissements visés. Exactement. Alors juste pour le TOEIC, j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Ce sont des épreuves que tout le monde connaît maintenant, surtout que beaucoup d'universités, beaucoup de BTS, DUT, aujourd'hui préparent en amont leurs étudiants au TOEIC ou au TOEFL. Par contre, effectivement, vous abordez un point crucial, c'est le fameux dossier de candidature. D'ailleurs, il faut savoir que nos étudiants viennent nous voir à Orlum pour ça principalement, pour le Taj-Maj bien sûr aussi, mais beaucoup pour qu'on puisse les aider à travailler de façon efficace leur fameux dossier de candidature. Alors c'est quoi ce candidature? C'est bien sûr un CV, une lettre de motivation, c'est aussi des réponses à des questions bien précises parfois qui sont posées et quelques questions un peu farfelues de certaines écoles qui parfois veulent un peu se démarquer. Alors quand on parle de CV et de motivation, il faut quand même savoir Nicolas, des épreuves, on va dire des rookies qui sont pas évidents non plus à réunir. Faire un très bon CV à Bac+3, c'est pas évident. Faire une lettre de motivation qui soit impactante, qui se démarque de la concurrence, c'est pas non plus évident. Et puis aussi avoir des bons résultats scolaires, c'est pas évident. Donc plus tôt on s'y prend, mieux on se porte. Le Taj-Maj, regardez par exemple, quelqu'un qui veut présenter un concours en avril, eh bien s'il s'y prend en juin ou en mai l'année d'avant, il est au top. Pourquoi? D'abord, il passe le Taj-Maj une première fois sur le premier semestre de l'année d'avant. Il a un bon score, tant mieux, il continue. Il a un mauvais score, il passe le Taj-Maj une deuxième fois entre juillet et décembre. Mais c'est encore mieux que ça, Nicolas, parce que s'il rate son Taj-Maj entre juillet et décembre, il a encore une troisième chance entre janvier et mars, le temps qui passe évidemment, le temps qu'il présente ses concours. Donc vraiment s'y prendre au plus tôt. Au plus tôt. Et par rapport au CV, bien sûr, parce que lorsqu'on a un CV qui est un peu vide, un CV qui n'a pas grand-chose à raconter, on a finalement quasiment une vie entière devant soi pour, peut-être un petit peu abusé, mais on va dire on a quand même entre juin de l'année d'avant et mars de l'année d'après pour construire son CV, avec ce qu'il faut d'expérience, ce qu'il faut d'implication au niveau associatif, ce qu'il faut de nouvelles langues à apprendre, de nouveaux logiciels à découvrir. Il faut se dire qu'on a du temps pour construire son CV. C'est vraiment important les critères d'appréciation des jurys? Bien oui, parce que finalement aujourd'hui on a beaucoup de parents qui grognent, qui disent à un moment donné mes enfants font une prépa HEC, les autres ils font les admissions parallèles, qu'est-ce qui fait finalement que ces étudiants vont se rencontrer au sein d'un même amphi et vont finalement avoir le même diplôme à la fin? Et les écoles aujourd'hui garantissent à ces fameuses associations de parents grogneurs, et je les comprends parce que moi j'ai fait une prépa HEC et c'est vrai qu'effectivement c'est pas le même travail. Eh bien ce que disent les écoles, c'est qu'ils vont vraiment faire très attention à recruter des profils, on va dire, qui dénotent,
forte, qui se démarque avec de l'expérience, des voyages, des logiciels et des langues. Et en fait, c'est que vous pouvez avoir des étudiants qui ont des expériences très intéressantes, mais qui en fait ne savent pas les mettre en valeur. Évidemment. Et là, vous abordez effectivement une épreuve clé des concours d'entrée des grandes écoles, l'épreuve orale d'entretien de motivation, qui est, on va dire, l'épreuve la plus attendue par les jurys, parce qu'on a vraiment affaire cette fois-ci à l'épreuve de vérité. On a beau avoir un CV, une lettre de motivation, un très bon Taj-Maj, un très bon TOEIC TOEFL, si on n'est pas capable de bien se présenter devant un jury, de le convaincre de son projet professionnel, de le convaincre de l'adéquation entre son profil et le profil de l'école, eh bien malheureusement, ça ne passera pas. Sachant que je pense que nous avons tous les deux participé à des jurys d'entretien de grandes écoles, ce qu'on apprécie, c'est que les candidats soient le plus naturels possible. Bien sûr, mais ce naturel doit aussi avoir comme toile de fond un projet solide, des yeux qui brillent, une ambition, une vision, une envie exactement, mais nourri aussi quand même de garanties, comme quoi je me suis vraiment bien renseigné sur le secteur d'activité, bien renseigné sur l'école, bien renseigné sur les futurs métiers qui m'attendent. On va dire que c'est une façon d'être honnête intellectuellement et de ne pas juste dire je suis là en attendant que ça se passe et que je trouve un métier en sortant de l'école. Donc au final, ce n'est pas une barrière infranchissable. Il faut se préparer. Oui, il faut se préparer, d'autant plus que l'entretien se prépare aujourd'hui. Je vous rejoins absolument sur le côté naturel de l'entretien, mais je crois malgré tout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une urgence pour les jurys à détecter des étudiants qui vont pouvoir trouver un stage très tôt finalement après leur admission dans l'école. Regardez, quelqu'un qui va être admis en école en juillet, il cherche son premier stage en novembre. Donc si en juillet je ne suis pas capable de dire à un jury, voici le projet, le secteur, les métiers que je veux à un moment donné rejoindre, a priori, encore une fois, on n'est pas là pour dire, enfin c'est pas un testament qu'on écrit non plus, c'est pas un engagement. Les choses peuvent évoluer. Bien sûr, elles peuvent évoluer, mais au moins le jury est rassuré, il se dit, ah, voilà un étudiant qui sait exactement où est-ce qu'il va chercher, où est-ce qu'il va candidater à partir du mois de novembre pour un stage qui va commencer généralement en mars de l'année d'après. Franck Atlan, merci. Merci Nicolas.